Bonjour tout le monde. Bah, déjà merci de vous rendre dispo pour, ce meet-up. Vous verrez, hein, le sujet est hyper passionnant. L'idée aujourd'hui, c'est de vous parler des astuces pour pouvoir réussir des événements, parce que, ben, on est beaucoup à, être amené à en organiser ou à y participer et comme ça vous permettra de pouvoir, connaître un peu, tous ces secrets. Donc, aujourd'hui, on accueille, Lucile avec qui, je travaille depuis 3 ans maintenant, qui fait partie de l'entreprise Happy Unity. Bah, elle aura aussi l'occasion, de se présenter, mais elle a eu, l'occasion de nous accompagner dans, un certain nombre d'événements qu'on a organisés à Lille et du coup, bah, je trouvais que c'était la meilleure personne pour, nous aider, à organiser ce meet-up. Donc c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Donc comme le disait Léa, si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser, dans l'onglet questions. Vous inquiétez pas, si jamais la question est dans le chat, je la prendrai quand même. Mais c'est vrai qu'en général, c'est un petit peu plus simple, de pouvoir, les lire à cet endroit-là et puis, bah, soit on les prendra au fur et à mesure du meet-up en fonction de comment ça se passe, soit on les prendra à la fin. Voilà, mais du coup, n'hésitez pas, on est là aussi, pour répondre à vos questions et puis, bah, j'espère que ce meet-up vous plaira et je laisse la main, à Lucile pour se présenter également. Merci Dorine pour, l'introduction. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Lucile, Donny, je suis directrice commerciale, chez Apinity. Pour vous donner, un peu de contexte, chez Apinity, on est une agence événementielle basée à Lille. On est créateur et producteur, d'animation de team building et organisateur de séminaires et soirées d'entreprise. Donc comme le disait Dorine, moi j'ai accompagné, Exti à Lille sur, différents événements, notamment, les soirées qui se déroulent, principalement en juin et l'année dernière, les 10 ans de l'agence, Exti à Lille. Je suis ravie d'intervenir, aujourd'hui et l'idée du coup du meet-up, c'est de pouvoir vous donner, un peu les astuces et l'envers du décor de l'organisation d'un événement. Alors, il existe plein de types d'événements. On va se concentrer sur certains d'entre eux, notamment ceux sur lesquels vous êtes potentiellement amenés à travailler et à organiser ce type d'événement. L'idée du coup, c'est de pouvoir, vous donner un peu les grandes astuces ou en tout cas les grands sujets à ne pas oublier quand vous organisez un événement et de pouvoir aussi, donner des exemples concrets, de pouvoir, vous partager un peu, mon expérience et puis vous faire partager un petit peu les coulisses de tout ça. Hem, j'ai un peu découpé, le meet-up en plusieurs parties avec, du coup, en 1er temps, la partie cadrage stratégique. Ça, c'est un point qui est hyper important quand on organise un événement, en tout cas quand on est au début de l'organisation de l'événement parce que, il faut forcément pouvoir définir sa cible, pouvoir définir son objectif et tous les indicateurs de succès de l'événement pour pouvoir, choisir le bon format, choisir le bon lieu. Enfin, en fait, après tout découle de cette partie-là. L'objectif du coup, il y a différents objectifs, dans un événement. Ça peut être, pour une entreprise, ça peut être fédérer, ça peut être fidéliser, ça peut être fédérer, célébrer, intégrer de nouveaux collaborateurs, améliorer l'image de marque et cetera. Donc il y a pas mal d'objectifs. Ça, il faut que vous puissiez, définir le pourquoi. Pourquoi j'organise, cet événement? Quel est l'objectif final, de cet événement? Forcément, ça va en découler aussi la cible. Qu'est-ce que j'invite à mon événement? Qui va y participer? Est-ce que c'est que de l'interne, une partie des collaborateurs? Est-ce que c'est, de l'externe? Donc ça peut être des clients, des prospects, ça peut être des partenaires, et en fonction de ça, il faut vraiment se dire que l'événement doit correspondre à la cible. Je vous donne un exemple, mais si votre objectif, c'est d'intégrer des nouveaux collaborateurs et en particulier, du coup, vos collaborateurs alternants, le format de l'événement va forcément différer à si vous vous adressez, à un CODIR ou alors à l'ensemble de l'entreprise et du coup, vous organisez, par exemple, une soirée. Donc ça, c'est vraiment important et les indicateurs de succès, pour moi, la question qu'il faut se poser, c'est, à partir de quel moment je peux me dire: «OK, mon événement, il a été réussi». Qu'est-ce qui va faire que vous estimerez que, en tant qu'organisateur, votre événement, sera réussi?
Donc là, ça peut être des indicateurs, on y reviendra un peu plus tard, mais plutôt sur du retour d'investissement ou en tout cas, des indicateurs de performance, ça peut être, le nombre de collaborateurs présents, il peut y avoir pas mal d'indicateurs, différents. Ça peut être des indicateurs très chiffrés et aussi des indicateurs assez, subjectifs. Donc, ces 3 éléments-là, en tout cas, il est important de les définir au tout début de votre, de votre, organisation, en fait, parce que ça va poser les bases et c'est ce qui va vous permettre ensuite de, de dérouler et de choisir votre lieu, de choisir vos animations, de choisir, les messages que vous allez faire passer et cetera. Donc voilà, ça c'est pour la partie en tout cas, objectif, ça me semblait, important de vous l'exprimer parce que, c'est un point hyper important qui est souvent, en tout cas en tant que participant, on ne voit pas forcément cette partie-là, mais pour l'organisateur, c'est quelque chose d'important et nous, par exemple, en tant qu'agence, on va venir questionner nos clients, sur ces 3 éléments-là pour que justement, vous puissiez vous poser cette question-là et si vous le faites en interne, posez-vous cette question en comité d'organisation. Souvent, on est potentiellement plusieurs à organiser ça, en tout cas, tous les événements, qu'ils soient, petits ou de grosse ampleur. Voilà, c'est important de pouvoir, avoir ces éléments-là dès le début. Et je rebondis sur ce que tu dis, Lucille, par rapport à, la définition de la cible. Nous, on a une chose à prendre aussi en compte, c'est, le fait que la plupart de nos collaborateurs soient pas sur le même site que nous. Étant donné qu'on a beaucoup de consultants qui sont sur des sites qui vont être assez répartis, quand votre cible, du coup, c'est justement, bah, de faire un événement, ouvert à tout le monde et l'idée, c'est aussi que bah, il puisse y avoir un maximum de consultants, dans vos événements, bah, faut aussi avoir en tête, le fait que, ils soient, chacun sur des localisations différentes, et forcément, bah, ça va jouer dans, le lieu que vous allez être amenés à chercher. J'en dis pas plus parce que j'ai peur de spoil la suite, mais mais si besoin, on y reviendra tout à l'heure. En effet, c'est important. Hem, on va passer maintenant sur la partie plutôt pilotage de projet. Ça, pareil, en tant que participant, très peu ont conscience, de cette partie-là, mais en tant qu'organisateur, c'est hyper important de pouvoir, prévoir, et anticiper un maximum d'éléments, en faisant un rétro-planning tout simplement. Alors ce rétro-planning, il peut être, plus ou moins dense, avec plus ou moins d'échéances, plus ou moins de deadlines, en fonction de l'événement et de l'ampleur de l'événement, mais en tout cas, c'est important de pouvoir, anticiper, tous ces éléments-là et de pouvoir se donner des échéances précises, de les communiquer aussi, aux différentes parties prenantes de l'événement. Quand je parle de parties prenantes, ça va être, à la fois vous en tant qu'organisateur et voilà les collègues avec qui vous organisez l'événement. Ça va être bien sûr l'agence si vous faites appel à une agence avec laquelle vous allez, travailler pour l'organisation de cet événement. Ça va être aussi le lieu, le traiteur, le prestataire de team building, le photographe, enfin voilà, toutes les parties prenantes, de l'événement qui, à un moment donné, vont elles-mêmes avoir leur propre deadline qu'elles vont vous communiquer et que vous allez devoir intégrer dans votre rétro-planning global. Quand, quand vous faites appel à une agence, c'est l'agence qui s'occupe de vous créer ce rétro-planning-là, de vous alerter sur les différentes deadlines et c'est un peu le on vient un peu centraliser l'ensemble des données pour que vous ayez uniquement, les les éléments, que vous avez à décider. Je donne par exemple je donne un exemple, mais ça va être à un moment donné, nous, on va avoir besoin de l'effectif. Ça, ni l'agence, ni le lieu, ni personne d'autre que vous allez pouvoir, le savoir. Donc ça, c'est quelque chose que on va venir vous dire: «À telle date, il faudra l'effectif définitif» parce que ça va impacter, la partie restauration, ça va impacter l'organisation globale, ça peut impacter le transport. Donc en fait, en fonction de ça, en découlent d'autres échéances des autres parties prenantes. Donc ça, c'est assez important, sur les différentes deadlines.
Ensuite, il faut aussi prévoir des points réguliers d'avancement qui peuvent être du coup en interne, c'est-à-dire que si vous êtes un comité de pilotage, d'organisation de l'événement, de pouvoir vous faire, vous, des points réguliers pour savoir, qui avance sur quel point, où en sont les différentes missions, qui fait quoi à quel moment. Et ensuite, si vous travaillez avec une agence, c'est l'agence qui va venir caler ces points-là. Alors entre-temps, vous aurez certainement des points aussi, vous, en interne, mais l'idée, c'est que vous n'ayez pas après, des points avec le lieu, avec le traiteur, avec la partie animation, avec, le photographe. Voilà, quand on est une agence, on vient centraliser tout ça, mais les points d'avancement, ils sont faits avec vous, pour pouvoir, savoir où chacun d'entre nous, en est dans l'organisation et revenir notamment sur ces différentes deadlines. En général, les points d'avancement, ils sont, assez corrélés, aux différentes deadlines. Hem, donc ça, c'est le deuxième point sur la partie plutôt pilotage et un troisième point qui est à ne pas négliger aussi en tant qu'organisateur, c'est la partie facturation. Je vous donne un exemple, très concret, les lieux. Alors certains lieux, pas tous, mais maintenant quand même de plus en plus de lieux ne se contentent plus d'un devis de signé pour, booker la date. C'est l'acompte qui fait, office de validation et souvent dans l'organisation d'un événement, on est nous, en tant que comité de pilotage, assez dans l'opérationnel et la partie compta, elle est un peu détachée. Alors qu'il faut tout de suite venir, les intégrer, en tout cas dans une des parties de l'organisation, parce que c'est ça qui va aussi potentiellement, créer du stress, de la tension. Si, le lieu nous relance en disant: «Bah, moi j'ai pas la con, donc là, votre événement il est pas officiel chez nous». Mais ça peut être ça sur d'autres prestataires que le lieu. Souvent, c'est le lieu qui met cette pression-là davantage, mais ça peut être, sur un traiteur, ça peut être, sur une agence qui vous accompagne, dans l'encadrement et cetera. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte, de tout de suite venir intégrer la partie, facturation. D'autant plus si vous savez qu'en interne, il y a des délais, de paiement qui peuvent être plus ou moins longs, mais au moins, ça permet de prévenir aussi les différentes parties prenantes: «Attention, on a des process un peu particuliers». Hem et voilà, de pouvoir, anticiper cette partie-là pour que ça crée le moins de stress, possible en tout cas, auprès des organisateurs et que ça mette de la tension éventuelle, auprès des différentes, parties prenantes de l'événement et de l'organisation. Dorine, est-ce que, il y a un élément sur lequel tu souhaiterais revenir, en lien notamment avec les différents événements qu'on a pu, organiser ensemble? Bah, pour le coup, je trouve que c'est super clair et en effet, moi, en tant que, bah, personne qui souhaite organiser l'événement, c'est vrai que ça aide beaucoup le fait d'avoir des points qui sont réguliers, parce que parfois, en fait, on a tellement de choses à faire qu'on est assez perdu, et l'organisation d'événements, bah, quand c'est pas notre métier à temps plein, on est parfois un peu, enfin, on le met pas forcément en priorité numéro un dans toutes les tâches qu'on a à faire et le fait de savoir que, bah, voilà, à tel moment, j'ai un point et je sais comment j'avance, je connais mes deadlines, et du coup, à force aussi d'organiser les événements, ça permet aussi de pouvoir l'anticiper. Ne serait-ce que, par exemple, vous savez que tous les ans, au mois de septembre, vous organisez une soirée. Bah, au fur et à mesure des années que vous allez les organiser, vous allez pouvoir vous dire: «Bah, OK, bah, mon événement de septembre, il faut que je l'organise à partir de telle date». Ouais, Parce que potentiellement après j'aurai plus les lieux qui vont m'intéresser, ils seront déjà bookés parce que c'est, un mois qui est, souvent pris, par les entreprises et cetera et cetera. En fait, c'est vraiment une question d'habitude, mais le fait justement d'avoir ces points vous permet de pouvoir créer ces habitudes-là. carrément. Je rebondis sur ce que tu disais sur la partie, saisonnalité. En événementiel, on a vraiment des grosses périodes, des temps forts en fait, en événementiel. Ça va être, les on va dire les 3 mois les 4 mois les plus importants, c'est juin, septembre, décembre et janvier. C'est des mois où il y a énormément de demandes. Les entreprises, veulent faire leur événement sur, ces dates-là et principalement sur des jeudis notamment. Les jeudis du mois de juin, du mois de décembre, enfin c'est des dates qui sont très, très demandées.
Quand en effet, on sait que tous les ans, on a un événement organisé en juin parce que c'est le moment opportun pour vous de l'organiser et que ça colle avec les agendas de tout le monde. Il faut absolument anticiper. Déjà, ça vous permet d'être serein dans l'organisation, mais ça permet aussi d'avoir le choix dans les lieux, d'avoir des lieux qui sont, dans un bon rapport qualité-prix. Souvent les lieux, pas chers et top, bah, ils sont bookés, très, très tôt. En général, nous, on estime que pour un événement, par exemple en juin, il faut commencer à y réfléchir en janvier, février et booker le lieu, au plus tard en mars. Après, ça dépend toujours de votre effectif. C'est sûr qu'un événement à 20 personnes, il s'anticipe potentiellement un peu moins en amont qu'un événement à 200-300, personnes où là, forcément, il y a des impératifs liés aussi au type de lieu, aux prestations que vous allez y mettre qui nécessitent d'anticiper, un maximum et en effet après, il y a des jours de la semaine qui sont aussi plus tendus. En général, les séminaires, on les organise souvent, les mardis ou le jeudi. Les soirées, c'est souvent le jeudi soir ou le vendredi soir. Donc voilà, en fonction au plus vous êtes flexible, au plus vous aurez de choix dans, les lieux, dans les prestations d'animation et cetera. Au plus vous anticipez, et au plus vous allez pouvoir, vous permettre, de pouvoir choisir tout ça, au moins c'est le cas et au plus ça va être compliqué pour vous. Mais après nous, en tant qu'agence, on a toujours des solutions. On vient vous conseiller, on vient vous donner aussi les deadlines, des lieux, avant la signature. Parce que là, on a parlé des deadlines au moment où ça y est, c'est enclenché et cetera. Mais il y a aussi toute la partie en amont où, les lieux, ils sont sur option. On peut venir vous dire: «Bah, voilà, là, vous êtes en troisième option sur ce lieu-là. Ce lieu-là, il est disponible telle date, mais plus cette date-là». Voilà, là, c'est aussi, des éléments qu'on peut venir vous apporter et que les lieux, du coup, vous apportent si vous les contactez en direct. Et du coup, juste, je rebondis, Lucille parlait de flexibilité. La flexibilité, elle va être aussi liée à votre cible. Si jamais vous connaissez de toute façon la cible que vous visez pour organiser votre événement. Si par exemple, vous avez une majorité, de collabs que vous souhaitez inviter qui sont, jeunes parents, par exemple, bah, forcément, vous n'allez pas organiser l'événement de la même façon que si vous avez une majorité de jeunes diplômés. Parce que du coup, votre flexibilité, elle va dépendre aussi de la cible que vous visez. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important de savoir, de connaître le public que vous visez, quand vous organisez votre événement. Ouais et pareil sur des invités, d'honneur, de prestige ou en tout cas des invités importants que vous souhaitez, inviter. Par exemple, si le DG doit être présent lors de la soirée, ce qui est pas le cas forcément dans toutes les soirées, mais en tout cas, s'il y a vraiment quelqu'un qui est indispensable à la soirée, il faut s'assurer en amont de sa disponibilité, de pouvoir bloquer, dans son agenda à lui ce créneau-là pour pas qu'il ait, d'autres choses de prévues entre-temps. Voilà, potentiellement, c'est des personnes qui ont des agendas assez chargés, ou qui ont des impératifs qui peuvent, potentiellement se prévoir longtemps en amont. Donc, l'idée, c'est de pouvoir les prévenir et s'assurer de leur disponibilité pour qu'ils soient présents, sur votre événement. Hem On va parler de la partie budget. C'est une partie, qui est nécessaire, d'avoir en amont, enfin, en tout cas, de connaître votre budget en amont. Ça, c'est l'idéal, à la fois pour vous et à la fois quand vous faites appel à une agence. En fait, dès qu'on parle budget, souvent, on s'imagine que, les lieux, que les prestataires, et cetera vont vous faire un prix à la tête de votre budget. C'est pas le cas, pour en tout cas la plupart, des prestataires, autour de l'événementiel. On a des grilles tarifaires, on fonctionne avec, des tarifs, plus ou moins fixes ou en tout cas avec des variables qui sont justifiées soit par, des périodes, importantes, notamment avec les lieux. Un lieu ouvert, avec, une capacité, importante d'invités, va pas être au même tarif en plein mois de février qu'en plein mois de juin. Mais ça, c'est justifié par un peu l'offre et la demande. Mais par contre, une fois que vous anticipez ça et que vous connaissez votre budget, les lieux vont être capables de vous faire un devis, assez rapidement avec, en tout cas quand on est sur quelque chose de classique,
Ça, c'est important que vous ayez en tête cette partie-là. Le budget va vous permettre de tout de suite viser juste, et de tout de suite pouvoir, hem, en gros, vous donner les moyens de ce que vous souhaitez faire pendant votre événement. Je vous ai mis là plutôt des indications qui sont, assez c'est des grandes fourchettes, hein, mais en gros, pour un team building qui se déroulerait dans vos locaux, je sais qu'on en avait fait un, avec Extia il y a c'était il y a 2 ans maintenant. On avait organisé un escape game, dans les locaux. Nous, par exemple, on a des animations qui se déplacent. La plupart de nos animations d'ailleurs se déplacent soit dans vos locaux, soit dans un lieu, de séminaire ou en tout cas un lieu réceptif. C'est un budget qu'il faut compter entre 35 pardon et 70 € hors taxes par personne. Je vous donne cette fourchette-là parce que, bien évidemment, plus vous êtes nombreux, plus il y a des économies d'échelle qui peuvent être faites. Les petits effectifs, c'est toujours, plus compliqué, mais il existe aujourd'hui, plein de manières de se réunir et de se retrouver, de fédérer les collaborateurs autour de moments, sympas et ludiques, hem, même accès particulier. Je pense aux quiz rooms, ce genre de choses, aux escape games quand vous êtes des petits effectifs. C'est aussi possible d'organiser des événements, comme ça. Ensuite, quand on est sur un lieu, en tout cas quand on est sur une animation dans lequel il faut aussi intégrer la partie lieu, là, on est plutôt aux alentours des 80 à 120 € hors taxes par personne. Ça va dépendre aussi du type de lieu que vous choisissez, des espaces nécessaires pour faire l'animation. Au plus on a besoin de salles ou au plus on a besoin d'espace, potentiellement, au plus ça va monter le tarif. Hem Et ensuite sur une soirée, là, on estime plutôt aux alentours des 100 € hors taxes par personne, hors animation, mais ça comprendrait éventuellement la partie restauration. Donc ça, c'est des tarifs plutôt à titre indicatif. Bien sûr, il y a plein de paramètres qui peuvent faire varier ce budget-là, mais au moins ça vous donne quand même une idée. Le plus important dans un budget, c'est aussi de hiérarchiser ses besoins, pour pouvoir, avoir une bonne répartition de votre budget. Je donne un exemple très concret. Si pour vous, il est important d'avoir, 3 salles de réunion, et un extérieur, parce que vous savez que dans votre journée, vous allez avoir besoin de ces espaces-là et que pour vous, avoir un extérieur, c'est indispensable, bah, au moins, vous allez pouvoir donner ces impératifs-là au lieu ou à l'agence qui vous accompagne pour qu'ensuite on puisse vous dire: «OK, c'est réalisable avec le budget que vous avez. OK, on peut faire, on peut vous proposer tel ou tel lieu» et du coup, ça permet au lieu de pouvoir répondre directement à vos besoins et de pas, vous faire des propositions qui sont complètement déconnectées et décorrélées de votre budget. Donc ça, c'est aussi, un point important. Dorine, tu veux apporter des éléments sur la partie budget? Non, ça me paraît clair. OK, top. Hem On va parler maintenant du lieu. Le lieu, ça va être, avec la partie restauration, un des points les plus importants, en tout cas, le plus à anticiper un maximum parce que le lieu va ensuite définir pas mal de choses, et pour le coup, il y a 4 éléments à prendre en compte. On reviendra sur la partie, on revient sur la partie budget, mais forcément en fonction de votre budget, ben, le lieu, que vous allez pouvoir avoir ne va pas être, le même. Mais il y a aussi une partie qui en fonction du cadre dans lequel vous souhaitez être, ça va aussi avoir un impact sur votre événement. Par exemple, quand on est sur un événement en ville, on est plutôt, dans un événement dans lequel on va faire passer des messages de manière plutôt dynamique. Il y a un côté urbain qui va venir un peu apporter un rythme, à l'événement. Quand on est sur un lieu plutôt ouvert, là, on est plutôt en mode ressources, on libère un peu plus la créativité. Donc les événements aussi qu'on va organiser, dans ces lieux-là ne vont pas forcément être les mêmes ou en tout cas, vont pas avoir le même impact que quand vous êtes, en ville. Dans un lieu historique, par exemple, on va plutôt être sur des messages où on va, raconter une histoire, où on va faire une rétrospective de l'entreprise et cetera. En fait,
le cadre dans lequel vous allez être va aussi avoir une influence sur les messages que vous allez faire passer, lors de votre événement. Sur l'accessibilité, c'est aussi un point, primordial. Collaborateur doit pouvoir s'y rendre facilement. Dorine en parlait tout à l'heure sur le fait qu'en fonction de votre cible, vous allez, réfléchir à un lieu qui soit facilement accessible. Il y a des événements pour lesquels, les participants vont s'y rendre en autonomie, d'autres dans lesquels, l'entreprise peut prévoir, des navettes, des bus ou en tout cas, faciliter, l'accès au lieu de l'événement. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est important parce que ça va aussi définir votre, taux de participation. Un événement qui est, non obligatoire, qui se situe loin ou en tout cas qui n'est pas facilement accessible, où il y a pas de parking, où il y a pas d'accès, transport en commun et cetera. Potentiellement, vous allez avoir des collaborateurs qui vont se désister, ou qui ne vont pas, tout simplement pas s'inscrire parce que, cette contrainte-là, elle prend parfois le dessus sur la volonté de venir à l'événement. Donc ça, c'est un point important. Quand vous choisissez un lieu, il faut aussi bien s'assurer de vos besoins en termes de nombre de salles, en termes de, capacité d'accueil, alors que ce soit avec de l'hébergement ou pas d'hébergement, hein, mais dans l'idée, un lieu, vous allez pas pouvoir le changer. Donc c'est à vous de poser vos, vos besoins dès le début pour voir si le lieu que vous choisissez, il est bien adapté. Si par exemple, vous choisissez un lieu, qui a une seule grande salle et que par la suite vous changez et que vous décidez que vous avez besoin de 2 salles, bah, le lieu sera plus pertinent. Donc, en fonction de vos besoins, le lieu va pouvoir répondre ou non à ces configurations-là. Une partie aussi importante, c'est la partie technique. Il y a des lieux qui sont déjà, heu, équipés en technique avec, tout ce qui est nécessaire pour, par exemple, une réunion ou pour faire une soirée dansante. D'autres lieux ne le sont pas et il va s'accompagner du coup d'un prestataire technique. Soit le lieu a déjà un prestataire avec lequel il travaille et du coup pour vous c'est assez transparent, le lieu va le gérer. Soit à ce moment-là, si le lieu ne dispose pas de partenaire technique, il va falloir faire appel à une société, dédiée. Alors quand vous passez par une agence, on peut s'en charger, mais sinon, c'est important aussi de savoir exactement la technique dont vous avez besoin pour une prise de parole. Est-ce que vous avez besoin de projeter? Est-ce que vous avez besoin, d'écrans de retour sur scène? Est-ce que vous avez besoin de 2, 3, 4 micros parce que vous savez qu'il y a des gens qui vont intervenir, pendant l'événement? Sur la partie soirée dansante, faut pas négliger la partie ambiance, lumière, sono et cetera. Donc ça, c'est, heu, pareil, des demandes à faire dès le début auprès du lieu pour voir si tout de suite il l'intègre parce que forcément, si ce n'est pas intégré au lieu, ça aura forcément un impact sur votre budget et en le définissant dès le début au moment de votre sourcing, ça permet au lieu de pouvoir vous dire, «OK, ça, on est en capacité de vous accompagner de manière, complètement autonome» ou alors là, il faudra, ajouter de la technique complémentaire et donc ça revient à la partie budget. En fonction de votre budget, vous allez devoir, adapter, vos besoins et du coup, pouvoir, avoir un maximum d'éléments dès le début pour pouvoir, avoir le lieu idéal, et après des fois, il faut faire des concessions aussi en fonction de votre budget. Hem, mais là pour le coup, il faut ça revient un peu à ce que je disais juste avant, à définir et à hiérarchiser vos besoins, pour ensuite avoir le lieu idéal pour votre événement. Sur, Dorine, rien à ajouter sur la partie lieu? Non, bah, c'était hyper complet. Pour, vous donner une idée de comment nous on gère, à Lille, les comment dire? Le choix des lieux et cetera. On a des critères qui sont importants, notamment généralement c'est dans la métropole de Lille, accessible en transport en commun ou avec un grand parking. Comme ça laisse la possibilité aux collaborateurs de pouvoir enfin, on est sûr qu'en tout cas il y aura pas de souci de transport.
de transport et petit tips, c'est que nous, on a un Discord où, on a un onglet covoiturage. Du coup, Kevin, du coup, notre OM nous a créé un Discord et c'est hyper pratique parce que, du coup, parfois, les collaborateurs qui viennent, proposent, du coup, des places dans leur voiture en donnant leur trajet aussi. Donc du coup, coucou Kevin. Du coup, c'est cool parce que, ça nous permet aussi, de pouvoir avoir des collaborateurs qui, à la base, auraient pas forcément pu venir et qui viennent, grâce à cette partie covoiturage, quoi. Top. On va partir sur la partie transport. Alors on en a discuté là, mais juste pour refaire un rapide focus. La partie, accessibilité, elle est hyper importante et en fonction du coup de vos objectifs et de votre budget, du format de l'événement, ça va forcément définir le choix de transport. Si vous êtes sur un lieu qui se situe hyper loin et qui est pas accessible, il faudra que vous puissiez mettre, en place, un système de navette ou de bus, à disposition des collaborateurs pour qu'ils puissent s'y rendre. En tout cas, si l'objectif pour vous, c'est qu'il y ait, un taux de participation important. Voilà, l'idée c'est de pouvoir gérer cette partie-là et de choisir son lieu aussi en fonction de tout ça. Hem, un autre point important, c'est la restauration. En général, c'est un peu, comme dans beaucoup d'événements, que ce soit, d'entreprise ou même, privés. Ce que les gens vont retenir, c'est, en tout cas, une des choses que les gens retiennent, c'est la partie restauration. En que ce soit la qualité ou la quantité, ça c'est quelque chose d'important. Vous allez aussi, pouvoir donner tous vos besoins et tous vos impératifs, au lieu et ou au traiteur. Si vous savez que vos participants sont des gros mangeurs ou alors, que vous avez eu une mauvaise expérience, lors d'un précédent événement, de pouvoir en faire part, aux prestataires qui s'occupent de la partie restauration, c'est important. Ça va leur permettre d'ajuster aussi le format de leur prestation. Il y en a qui vont vous parler en pièces cocktail, il y en a qui vont vous parler en en type de restauration, finger food, street food et cetera. Pareil, en fonction du moment de la journée, le besoin de restauration n'est pas le même en fonction de ce qui se passe au moment où la restauration, se déroule. Pareil, on ne va pas, dérouler de la même façon la partie restauration. On peut, je vous parlais un petit peu là des formats différents. Il y a des formats, très classiques, hein, avec, repas assis ou, cocktail, déjeunatoire ou dînatoire. Ça, c'est les 2 grands formats. En fonction de votre effectif, il y a des formats qui vont être plus ou moins adaptés. Quand on est sur des gros effectifs, le format cocktail, il est plus adapté. Sur des petits effectifs, on va plutôt privilégier la formule repas assis ou alors, un cocktail, déjeunatoire, mais un peu façon, buffet, un peu comme à la maison. Donc ça, c'est un critère important, le format. Ensuite, le temps que vous avez. Quand on a, alors là, c'est plutôt sur des déjeuners en général. On est souvent pressé entre la réunion du matin, la réunion de l'après-midi ou alors le team building qui se déroule l'après-midi. Là, le temps, c'est important. Il faut laisser aussi un peu de temps. C'est le moment de respiration aussi des collaborateurs. Plus vous êtes pressé, plus ça va être complexe dans l'organisation. Alors les lieux, les restaurateurs, les traiteurs en tout cas vont être aussi force de conseil sur le temps nécessaire en fonction de votre effectif. Forcément, plus vous êtes nombreux, plus le temps de service va être important. Donc ça, après, il y a des astuces, hein, pour, pouvoir, pallier, à ce temps qui est potentiellement réduit. On peut, si vous êtes sur un repas assis, je sais qu'on a déjà fait pour un client le fait d'avoir, déjà installé les entrées à table quand les participants arrivent. Ça permet de ne pas avoir ce temps de distribution qui peut être long quand vous êtes nombreux. On peut aussi avoir une formule d'un buffet pour le dessert pour que les gens, puissent prendre leur café, leur dessert en même temps et éviter aussi ce temps d'attente. Sur la formule cocktail, on va envoyer plus ou moins de pièces, à la fois pour pouvoir, pallier un petit peu, justement à ce temps qui est plus ou moins restreint. Et sur un format soirée, là, souvent on a un peu plus le temps, mais il y a parfois d'autres éléments comme des animations qui viennent s'intercaler aussi en fonction, de ce que vous mettez, en place pendant cette soirée et donc la restauration, elle doit suivre
en fonction de ce qui est prévu. Un autre point qui est hyper important, c'est la partie régime alimentaire spécifique. Il y en a de plus en plus. Alors les traiteurs sont alertes, hein, sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on a, des régimes, végétariens, on a des régimes, sans gluten, sans lactose. Les lieux et les restaurateurs, sont au fait de tous ces régimes-là, mais ils ont besoin de l'anticiper. Donc vous, en tant qu'organisateur et nous, en tant qu'agence, on va venir aussi vous donner les éléments pour que vous puissiez avoir ces informations-là auprès de vos collaborateurs, que vous puissiez récolter ces infos et pouvoir les donner au, au traiteur pour qu'il puisse adapter son menu. Alors c'est plus facile quand vous êtes, avec beaucoup de régimes alimentaires spécifiques de faire un format cocktail parce qu'en général, le traiteur prévoit un panel qui permet de répondre, à tous ces régimes-là. Mais par contre, sur un repas assis, là, c'est là où ça peut venir poser, en tout cas qu'il peut y avoir un sujet. C'est quand vous avez beaucoup de végétariens, beaucoup de personnes avec des allergies ou des intolérances, spécifiques où là, le traiteur doit forcément être en amont informé pour que le jour J, il n'y ait pas de couac et il n'y ait pas de personnes qui se sentent lésées ou en tout cas qui n'aient pas, le menu adapté à son régime. Et pour vous donner l'info, nous, en général, on prévoit le tiers, des des repas, pour, des personnes, du coup, avec des régimes alimentaires spécifiques. Parce que de toute façon, par exemple, si on prévoit des pièces cocktails qui sont végétariennes, et qu'on en prévoit trop par rapport au nombre de végétariens, les personnes qui le sont pas peuvent aussi les manger, donc ça pose pas du tout de problème et il y a pas de gaspillage et au moins, celles qui le sont ont aussi la possibilité d'avoir un certain choix dans dans la variété, en tout cas, des pièces qu'elles peuvent manger. Et donc ça, c'était juste pour rebondir sur ça et aussi sur la partie, quantité. Mmh. Lucille disait que, bah, voilà, c'était important, de savoir aussi quel type de nourriture on voulait prévoir par rapport au public et cetera. Nous, on a eu le cas d'une soirée où, nos collaborateurs nous ont fait un retour comme quoi la soirée était géniale, mais qu'ils étaient ressortis en ayant faim. Et à partir de là, on a un peu adapté l'offre qu'on pouvait proposer sur la nourriture, où on s'est basé sur soit plus de pièces si on fait un cocktail, soit des pièces plus grosses. Par exemple, sur la soirée des 10 ans, on avait fait des pièces du style, des mini burgers ou des mini hot dogs, mais c'était des choses qui étaient enfin plus grosses que juste une pièce, cocktail. Ou soit on prévoit plutôt, un traiteur avec des repas chauds, sous forme de bowl. On avait fait une fois une tartiflette, un waterzooi, ce genre de choses et du coup, les gens sont vachement contents d'avoir, bah, même s'ils sont debout, même si c'est en format plutôt cocktail, d'avoir un repas du coup, plus consistant et ils repartent moins en ayant faim, en ayant cette sensation-là, quoi. Exactement. Pour avancer du coup, là je vous ai mis, un une courbe, qui est, on va passer rapidement dessus, mais l'idée c'est de vous montrer aussi que pendant un événement, là c'est la courbe d'un séminaire, mais c'est le cas dans tout événement, il y a des courbes en fait d'énergie du participant. Donc en fonction de cette courbe-là, c'est aussi important que vous l'ayez en tête pour les messages que vous souhaitez faire passer, de prendre en compte ça. Ça vous permet de caler vos messages et caler vos temps forts, en fonction de cette courbe-là qui va être différente en fonction si c'est une soirée, si c'est, juste une après-midi et cetera. Mais voilà, on sait que, souvent après le repas, les gens sont en digestion et c'est pas forcément le bon moment pour faire passer, un message important. Par contre, c'est le moment de lancer, par exemple, une activité parce que ça va les remonter en énergie et donc là, pour le coup, c'est la courbe d'un séminaire avec la plénière le matin en général et plutôt l'après-midi et le moment un peu ludique et festif, qui se déroulerait, après le déjeuner. Sur, les activités justement et la partie, activités et team building, il y a beaucoup de team building possibles, beaucoup de catégories de team building.
qui vont aussi répondre à des objectifs différents. En fonction si vous souhaitez, être sur, faire passer des messages de manière ludique, il y a des activités autour de la créativité qui peuvent être, vraiment chouettes. Si on est plutôt sur une activité où on veut donner du sens, d'avoir un esprit, collectif et cetera, il y a les animations de construction qui sont, plutôt bien. Après, il y a des activités qui vont être aussi saisonnières. Je pense notamment à tout ce qui va être olympiade, jeux de piste en extérieur. On est plutôt sur des activités, qui se déroulent au printemps et en été. À l'inverse, les quiz, on est plutôt sur des activités, de soirée, même si on a la possibilité aussi de venir, faire des activités, quiz, en après-midi. Mais voilà, il y a des activités qui vont être plus ou moins adaptées en fonction de votre objectif, en fonction de votre format d'événement et du timing aussi que vous avez accordé. Forcément, si vous n'avez, qu'1 heure à accorder, ça va pas être la même chose que si vous en avez 3 et du coup, les propositions de team building qu'on pourra vous faire, elles vont être aussi, faites en fonction de tous ces éléments-là. Hem, donc là, On je a sais on a une question. On ouais? on a Kevin qui nous demande: «C'est quoi les activités les plus populaires en ce moment?» Alors en ce moment, on fait beaucoup d'animations autour de la construction. En fait, c'est des activités qui sont pleines de sens et qui permettent aussi d'être sur une activité, fédératrice. Hem, on a notamment une activité qui s'appelle le réaction en chaîne, qui est, une activité qui permet aux collaborateurs heu, par équipe, de construire une structure, en tout cas avec, des effets de balancier, des effets de domino et cetera. Elles doivent se mailler avec les équipes voisines et donc à la fin de l'activité, on vient déclencher la réaction depuis la première équipe et qui enchaîne. Ça permet aussi d'avoir un peu la chaîne de valeur dans une entreprise, de la codépendance et l'interdépendance des différents services qui sont représentés là, dans les équipes. Ensuite, en termes de saisonnalité, là, on va être plutôt sur les jeux de piste. Ça y est, les beaux jours arrivent, donc ça fonctionne, très bien. Le gros avantage aussi des jeux de piste, c'est qu'on n'a pas forcément besoin, d'un lieu pour pouvoir le faire et donc forcément, ça réduit le budget. L'inconvénient, c'est la partie météo qui est incertaine et qu'on ne peut pas forcément, prévoir, longtemps en amont. Mais en tout cas, quand on est sur des jeux de piste en juin ou juillet, on a quand même de fortes chances d'être, sur des beaux jours et de ne pas avoir de pluie ce jour-là. Voilà, on est, sur ce type-là et puis là, en juin, il y a la semaine de la qualité de vie au travail et donc là, pour le coup, les activités autour du bien-être, ça fonctionne plutôt bien, que ce soit des cours collectifs de sophrologie, de techniques de relaxation ou alors des massages Amahasi, qui sont les massages dédiés à l'entreprise. Ça, pour le coup, en ce moment, c'est plutôt les animations qui fonctionnent bien. Je vais passer sur un des derniers points qui est la coordination jour J. Ça, je vais l'aborder de 2 façons. La façon plutôt, agence qui vous accompagnerait, mais qui peut vous donner aussi des éléments si vous organisez en autonomie, votre événement. Nous, on a intégré pas mal de process, au fur et à mesure des années qui nous permettent aujourd'hui d'anticiper et de réagir face aux imprévus. On a notamment une checklist avec une trentaine de points de contrôle qu'on qu'on vient vérifier en fait avec le lieu quand on arrive. Ça passe, le nombre de cintres disponibles au vestiaire jusque, la technique, à disposition, jusqu'au, nombre de, manches debout disponibles. Enfin, vraiment, il faut aller dans le détail le plus possible pour que justement tout soit balisé en amont, en tout cas à l'arrivée, des participants, que tout soit checké et que vous n'ayez, plus d'inquiétude sur le fait que, tout va fonctionner. En tout cas, l'idée de cette checklist, c'est pouvoir s'assurer, que tout est en ordre avant l'arrivée des participants. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des imprévus. Je me souviens notamment, que, là, lors de la soirée de septembre pour les 10 ans, d'Extia, il y a eu un moment donné où les participants étaient arrivés, la soirée avait démarré et on a eu une coupure d'électricité. Ça n'a pas,
ça n'empêche que j'avais vérifié en amont le fait que la technique était OK, mais en fait, le traiteur est venu se brancher sur, la technique et avec les réchauds, en fait, ça a fait sauter les plombs. Le gros, enfin voilà, l'important, c'est, de savoir réagir, rapidement. Moi, j'avais identifié du coup forcément, hein, qui était, l'interlocuteur sur la partie technique, qui était l'interlocuteur sur la partie traiteur et donc j'ai pu tout de suite aller voir la partie technique en leur demandant de, déjà savoir ce qui s'était passé et eux ont tout de suite réagi. Ça, c'est important aussi, hein, quand on est entouré de professionnels, ça permet aussi d'être serein sur l'organisation et finalement, je crois que peu de monde s'en sont rendus compte, mais voilà, ça fait partie aussi des imprévus, qui peuvent arriver le jour J et auxquels il faut essayer de pallier et d'anticiper un maximum. Sur la partie, interlocuteur, l'idée, c'est d'avoir quelqu'un en interlocuteur unique qui fait, l'interface avec l'ensemble des parties prenantes de l'événement. Alors que ce soit l'agence, quand vous faites appel à une agence ou, quelqu'un de chez vous en interne qui est référent et qui, en amont, va venir, identifier justement qui est le référent de la partie, lieu, de la partie traiteur, de la partie technique, pour que, en cas de souci, vous puissiez tout de suite vous adresser à la bonne personne et que, cette personne référente, soit aussi identifiée des parties prenantes pour, s'ils ont une question, de pouvoir venir vous voir et de pouvoir, répondre aux différentes, questions pendant l'événement. Donc ça, c'est plutôt, la partie interlocuteur. Sur la partie plan B, on anticipe ou en tout cas, on essaie d'anticiper un maximum les différents aléas, météo, en fait, qui peuvent se passer. En amont, on vient tout de suite, identifier un plan B et le jour J, on vient tout de suite actionner ce plan B si besoin. Donc ça, le plan B, il a été anticipé et le jour J, on vient vraiment l'actionner si besoin. On vient vraiment, mettre en place les choses de manière, réactive et opérationnelle, en cas de pluie, en cas de forte chaleur. Ça peut être aussi, voilà, il fait très, très chaud, on n'avait pas de faut qu'on anticipe d'avoir des bouteilles à mettre aux participants, quand on fait par exemple une olympiade. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, ça c'est plutôt sur la partie, coordination jour J. Dorine, tu as, des éléments, que tu voudrais rajouter sur cette partie? Non, pour le coup, c'est très clair. Parfait et le dernier point que je voulais aborder, c'était la partie post-événement. C'est important, après l'investissement que vous avez, mis dans un événement, de pouvoir mesurer l'impact, et le retour sur investissement. Donc ça, vous le faites aussi, avec, un questionnaire que vous envoyez aux participants, par exemple. Ça permet d'avoir leur feedback, à la fois pour vous dire: «OK, ça, ça a bien fonctionné» ou alors «Ça a moins bien fonctionné, il faut qu'on l'améliore pour, les prochains événements et il y a aussi la partie, exploiter les contenus. Si vous avez fait des photos, si vous avez fait appel à un vidéaste, si vous avez fait appel, à une bande photo dans lesquelles vous avez, du coup, du contenu, c'est important de pouvoir, continuer l'événement, après l'événement avec, voilà, des posts sur votre intranet, sur, les réseaux sociaux LinkedIn et cetera. De pouvoir, avoir cette continuité de l'événement, c'est toujours, chouette et puis ça permet aussi de garder un souvenir, pour les participants et pour vous en tant qu'organisateur. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour,